à tous. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour faire un podcast sur la consommation de masse de vêtements. Par contre je me suis posé la question, à partir de quand on est passé d'une société où on consomme pas trop de vêtements à une société où on en consomme beaucoup trop. Enfin, quels sont les facteurs qui ont fait qu'on est passé d'un truc à un autre? Et le fait de se poser cette question, je trouve que c'est assez intéressant parce que ça permet de comprendre les mécanismes qui permettent de passer d'un phénomène à un autre. Et ça pourrait aussi nous permettre de trouver la solution pour justement faire un demi-tour en arrière et arrêter de consommer trop de manière intensive. Donc, du coup, ma question c'était donc pourquoi on est passé d'une société où on consomme peu de vêtements, où on fait attention, où en général on va faire coudre nos vêtements quand ils sont abîmés par quelqu'un de la famille ou quelqu'un qu'on connaît ou une couturière, et une société où quand c'est cassé on rachète et basta, enfin on se pose pas plus de questions. Donc déjà, il faut savoir que l'industrie de la mode, elle a toujours existé, enfin, elle a pas toujours existé, mais elle existe depuis très très longtemps. Déjà, rien que quand on regarde les photos ou les peintures des rois et des reines, par exemple, je vais parler de la reine Alexandrina Victoria du 19e siècle au Royaume-Uni. Elle a, quand vous regardez les peintures et les photos, elle avait quand même des belles parures. C'est pareil pour le roi Louis XIV en France. Il avait des parures énormes quand on regarde les peintures, avec des vêtements incroyables, des fourrures. Donc ça montre vraiment que la mode, ça a toujours existé, enfin ça existe depuis très longtemps. Et à l'époque, ça permettait beaucoup plus de montrer à quelle classe sociale on appartenait, alors que de nos jours, il y a vraiment tout le monde qui peut s'acheter des vêtements. Et il n'y a plus trop cette différence entre les classes sociales, même si, d'accord, je suis d'accord, tout le monde peut pas s'acheter du Dior, du Yves Saint Laurent, mais je veux dire, dans la majorité des cas, on va tous dans les grandes enseignes. Enfin, ça dépend des gens. Il y en a qui n'achètent plus de vêtements, mais c'est pour dire que voilà, de nos jours, il n'y a plus trop cette différence entre les classes sociales. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'en fin de compte, je suis remontée dans l'histoire et j'ai voulu voir à partir de quand on est passé d'une société où, on fait attention, on est plus fermé, c'est-à-dire que les pays sont plus fermés entre eux et on va plus être local au niveau des vêtements, à une société où vraiment on est vraiment mondialisé. En fin de compte, il y a vraiment une corrélation entre le fait d'être mondialisé et le fait de consommer énormément. Et quand on était beaucoup moins mondialisé, on consommait beaucoup moins. Et donc j'ai voulu remonter le temps de l'histoire, donc je suis remontée jusqu'au XVIIIe siècle à peu près, pour voir comment on est passé donc d'une société où on consomme pas trop à une société où on consomme énormément. Donc c'est parti. Donc l'industrie de la mode au début elle était beaucoup plus locale, les vêtements ils étaient beaucoup plus confectionnés à la main, on avait beaucoup de personnes qui allaient directement chez des couturières ou encore on avait souvent dans la famille quelqu'un qui savait coudre, donc c'était beaucoup plus simple et on changeait beaucoup moins de vêtements que maintenant. Aussi il y avait beaucoup moins de production en série, la production en série en gros c'est ce qu'on connaît de nos jours quand on va dans les grandes surfaces, dans les grandes enseignes pardon, on voit qu'il y a 30 t-shirts pareils et donc c'est ça la production en série. C'est que dans un même magasin, t'as 30 fois le même produit, voire plus. À l'époque, c'était pas possible, ça parce que déjà, on n'avait pas les moyens avec les machines de coudre aussi vite. Et chaque vêtement était en quelque sorte personnalisé. Ensuite, à partir du XVIIIe siècle, il y a eu un gros essor de la presse de la mode. Et donc forcément, la presse de la mode, ça a eu un impact sur l'industrie de la mode, puisque on avait des affiches dans les rues avec des femmes, des hommes qui portaient des beaux vêtements. Et donc forcément, dès qu'on voit des affiches comme ça, on a envie, nous aussi, de ressembler à ça. Et donc ça a eu un énorme impact sur l'industrie de la mode. Ensuite, on a aussi eu la révolution industrielle qui a eu un énorme impact, puisque la révolution industrielle, donc c'est sur une longue période. Et il y a notamment eu le train à vapeur, l'avion à vapeur. Donc ça, c'est vraiment des moyens de locomotion qui servent à aller toujours plus loin. Et donc ça a servi d'exporter beaucoup plus de vêtements. Forcément, ça a permis à plus de gens de pouvoir acheter. Et vu qu'on pouvait livrer en plus grande quantité, aussi ça permettait de baisser les prix. Et ensuite, on a aussi eu la machine à vapeur. Donc la machine à vapeur, en gros, c'est un moteur pour actionner des machines. Et donc ça a surtout servi pour l'industrie du textile et de la métallurgie. Et dans l'industrie du textile, donc on a les vêtements, c'est ça qui nous intéresse surtout. Et aussi en 1830, on a eu la création de la machine à coudre. Donc la machine à coudre, ça a vraiment été une révolution puisque ça permet de produire beaucoup plus en plus grande quantité. Et aussi ça permet de serrer beaucoup plus les coutures, on va dire. Donc forcément ça a eu un énorme impact et comme ça permet de produire en plus grande quantité, aussi ça permet de baisser les prix. Et donc si on peut baisser les prix, ça permet à plus de gens d'acheter.
Et donc ça a eu vraiment un impact sur le fait que plus de gens peuvent acheter. Et donc il n'y avait plus cette idée qui fait que tu peux t'acheter des vêtements que quand tu es riche. Et ici, il y avait vraiment une démocratisation, on va dire, du vêtement, je pense, avec la machine à coudre. Ensuite, on a eu l'apparition du Fordisme et du Taylorisme. Donc, le Fordisme et le Taylorisme, c'est tout simplement des modes d'organisation du travail. Donc, d'abord, à la fin du 19e siècle, on a eu le Taylorisme. Donc, le but du Taylorisme, c'est d'augmenter la productivité en organisant les choses de manière plus efficace. Donc, on supprime tout ce qui est inutile. Et ensuite, on a eu le Fordisme. Donc, le Fordisme, il s'est mis en place au début du 20e siècle, donc juste avant la Première Guerre mondiale. Et c'est vraiment une continuité du Taylorisme avec plus de division des tâches et un salaire qui est plus haut. Donc le salaire plus haut, c'est pour vraiment encourager les ouvriers à produire plus rapidement et plus efficace. Et donc ça permet de produire plus. Et donc si on produit plus, on peut vendre plus. Et aussi, on peut mettre à des prix plus bas. Donc ça permet à plus de gens de pouvoir avoir accès à ces vêtements-là. Donc après, on a eu la Première Guerre mondiale. Donc pendant la Première Guerre mondiale, on a eu forcément l'industrie de la mode qui a baissé, puisque c'est pas une première nécessité. Et donc on mettait beaucoup plus d'efforts dans l'industrie, enfin dans tout ce qui est production de camions, d'armes, tout ça. Et on s'intéressait aussi à la nourriture, mais l'industrie de la mode c'était vraiment pas une première nécessité. Et ensuite, juste après la Première Guerre mondiale, on a eu la pandémie de la grippe en 1918. Donc maintenant, on sait bien ce que c'est qu'une pandémie. On peut le voir parce qu'on est en pleine pandémie actuellement. Et on sait bien que pendant une pandémie, on va beaucoup plus aller vers l'essentiel, c'est-à-dire la famille avant tout, la nourriture. Et on va beaucoup moins penser à tout ce qui est superficiel. Après, je pense que c'est à peu près miroir. Après, je pense que quelle que soit la pandémie, on va forcément vers les choses de première nécessité. Après, je sais pas si c'était exactement pareil, puisque à l'époque, on savait pas trop vraiment ce que c'était qu'une pandémie. On avait déjà fait face à une pandémie avec la peste noire et tout ça. Mais je pense qu'il y avait peut-être moins de mesures qui ont été prises. Et forcément, enfin, les gens faisaient, quand on est dans une pandémie, les gens faisaient attention à quand ils sortaient. Je pense que les gens sortaient beaucoup moins aussi, donc ça a forcément eu un impact. Et donc c'est vraiment, donc, Première Guerre mondiale et pandémie de la grippe, ça a vraiment eu un énorme impact sur l'industrie de cette mode-là. Après cette guerre-là, on a eu les années folles, donc les années 20. Les années folles, c'est quoi En fin de compte, c'est vraiment des années où on a voulu qu'il y ait du changement. Forcément, il y a eu la guerre, il y a eu la pandémie. Donc les gens ont voulu s'amuser, ont voulu expérimenter des nouvelles choses. Ils voulaient vraiment sortir de la banalité, de l'ordinaire. Ils voulaient partager avec les autres. On voulait aussi s'habiller de manière différente. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aux États-Unis, il y a eu la prohibition entre les années 20 et 30. En gros, la prohibition, c'est que la Constitution des États-Unis interdit la fabrication et le transport et la vente aussi, et l'importation et l'exportation de boissons alcoolisées. Donc ça, c'est vraiment pour montrer que les gens, à ce moment-là, ont voulu acheter beaucoup d'alcool, de cigarettes, ont voulu vraiment s'émanciper. Sauf que voilà, les gens ont voulu trop s'émanciper et les États-Unis ont mis en place la prohibition. Donc aussi, on a eu la mode qui s'est démocratisée. Je pense que dans les années 20, on a eu plus de classes sociales qui pouvaient y avoir accès à cette mode-là. Et on a eu en quelque sorte une émergence d'une classe moyenne qui est un peu plus riche, mais moins riche que de nos jours. Puisque de nos jours, on a vraiment une classe moyenne qui est vraiment riche par rapport à avant. Et cette classe moyenne, je pense qu'elle est apparue car il y a eu une augmentation des salaires, notamment due au Fordisme, qui est une politique de haut salaire. Donc ça, c'est vraiment une façon de relancer l'économie. Et cette politique de salaire, elle s'est un peu généralisée un peu partout dans le monde, mais surtout dans les pays vainqueurs de la guerre. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à avoir une apparition de consommation de masse, même si elle n'est pas à son apogée encore dans les années 20. Mais voilà, c'est vraiment ça qui a pu enclencher une classe moyenne un peu plus riche, on va dire. Et donc je pense qu'à partir du moment où on a lancé la roue de la production, c'est vraiment dur de l'arrêter car il y a des effets boule de neige, puisque à partir du moment où on produit en masse, ça a vraiment une influence sur l'économie, puisqu'on peut pas s'arrêter d'un seul coup de plus produire en masse, puisque forcément ça va avoir un impact sur l'économie, ça va avoir un impact sur le chômage, il va y avoir des problèmes sociaux, et donc forcément c'est des problèmes sociaux, c'est des gens qui perdent leur travail, on va vouloir encore re-aller vers une production de masse, et donc pour pouvoir revendre, pour pouvoir recréer des emplois, ça va refaire ce cercle vicieux. Je pense qu'il faudrait changer les choses petit à petit, c'est-à-dire ne pas plus produire du tout d'un seul coup, mais vraiment changer les choses petit à petit et secteur par secteur. Et je pense que c'est actuellement en train de se faire, surtout dans l'industrie de la mode, avec les vêtements, c'est en train de se faire de plus en plus. On voit que les gens achètent de moins en moins, que voilà, on fait attention à ce qu'on achète, etc. Et donc je pense qu'il faut qu'on change les choses petit à petit pour que, en quelque sorte, le personnage économique qu'on a créé, c'est-à-dire l'économie qu'on a créée en gros, elle s'habitue peu à peu
et qu'elle puisse enfin ne plus être influencée, ne plus être sous contrainte de la production de masse en fait, et qu'on ait une société vraiment durable sur le long terme. Ensuite, après les années 20, donc on a eu la crise de 1930, donc ça a surtout touché les États-Unis. En France, ça arrivait un peu plus tard, mais la crise de 1930, ça a vraiment provoqué le repli de certains pays, parce qu'on a eu peur de comment ça allait se passer. On a préféré fermer nos frontières et on s'est dit chaque pays agit comme il veut. Et ensuite, en 1940, on a eu que peu de recours à des grosses machines. Vraiment des très très grosses machines comme on connaît de nos jours, comme toutes les grandes enseignes utilisent, des grosses machines qui permettent de produire en très grosse quantité. Et on a encore beaucoup recours à des personnes qui cousent elles-mêmes, des traditionnels on va dire, enfin il y a encore beaucoup de couturiers qui cousent eux-mêmes, même dans la famille on peut aller voir quelqu'un qui sait coudre, etc. On a eu la Seconde Guerre mondiale, donc c'est là où j'ai envie de vous parler de la Seconde Guerre mondiale, parce que je pense que suite à la Seconde Guerre mondiale, on a eu beaucoup de changements et ça a eu un énorme impact. Et on voit qu'à chaque fois, suite à des guerres, il y a des énormes changements économiques. Et donc d'abord, je me suis demandé à partir de quand toutes les grandes enseignes qu'on connaît se sont créées, à partir de quand elles ont émergé et comment elles sont apparues en fait. J'ai regardé les dates et j'ai aperçu que H&M avait été créé en 1947, donc juste après la Seconde Guerre mondiale. Après on a eu l'enchaînement de toutes les autres grandes enseignes qui se sont créées, donc notamment la Zara qui a été créée en 1974, Bershka en 1998, Mango en 84, Pull&Bear en 1991. Et donc pour en revenir à H&M, donc ça a été créé en 1947 et donc je pense que ça a été créé comme ça juste après la guerre puisque justement pendant la guerre on est vraiment déshumanisé, c'est-à-dire qu'on avait vraiment vécu des choses atroces, on a perdu des gens qu'on aime, on a vu des choses terribles et de plus donc la mode, le maquillage c'est vraiment pas une première nécessité et donc forcément il y a beaucoup de secteurs économiques qui ont été touchés. Et donc je pense qu'après la guerre, il y a beaucoup de commerciaux, d'économistes, tous ceux qui voulaient relancer l'économie. Donc ils sont pas bêtes, ils ont bien vu que les gens, après la guerre, voulaient s'affirmer, consommer pour se sentir mieux. Parce que quand on consomme, on sait bien qu'on a une certaine satisfaction. Et aussi donc ceux qui voulaient relancer l'économie, ils se sont dit qu'est-ce qu'il n'y a pas eu pendant la guerre et qu'est-ce que les gens aimeraient retrouver. Et donc je pense que pendant la guerre, ce que les gens n'ont pas eu, c'est l'affirmation, on va dire, d'une personnalité. Pendant la guerre, on voulait avant tout aider l'autre et je pense pas que l'apparence avait énormément d'importance. Et donc ici, je pense après la guerre, les gens ont voulu l'affirmation d'une personnalité et donc ça forcément ça passe par les vêtements. Et comme par hasard, peu de temps après, donc à la fin des années 60, au début des années 70, il y a eu les années hippies. Et les années hippies, c'est vraiment, on s'habille avec des couleurs, on fume. Donc c'est vraiment un phénomène de société. C'est-à-dire que tout le monde veut se lâcher, on veut vraiment affirmer sa personnalité. Et ça, je pense que les commerciaux l'ont compris et ils ont joué sur ça pour lancer l'industrie de la mode. Ensuite, on a eu les années 50. Les années 50, donc c'est vraiment l'apologie de la haute couture. On a eu Dior qui est créé en 1946, Givenchy qui est créé en 52. On a aussi Yves Saint Laurent qui est créé un peu plus tard, en 1961. Et ensuite, on a eu les 30 Glorieuses. Donc les 30 Glorieuses, c'est de 1947 à 1973. Donc jusqu'à la 1973, c'est la crise du pétrole. Et donc, pendant ces 30 Glorieuses, on a vraiment eu une forte croissance économique. On a eu une ouverture des frontières aussi. Et notamment, il y a eu la conférence de Genève qu'elle a créée en 1947, l'AGETAC. En anglais, c'est la GATT. Donc l'AGETAC, ça signifie Accord général sur le tarif douanier et le commerce. C'était vraiment pour baisser les tarifs douaniers. Ça a permis vraiment de faire exploser les exportations et de produire aussi plus du coup, puisqu'il fallait qu'on exporte plus loin. En 1947, on a eu le plan Marshall. Donc le plan Marshall, c'est pour augmenter la productivité. Donc ça a eu un énorme impact aussi sur l'industrie de la mode, je pense, puisque ça permet d'augmenter la productivité, donc forcément ça a eu un impact sur toute l'industrie et donc aussi sur l'industrie de la mode. Aussi dans les années 50, on a l'apparition de différentes matières, notamment on a l'apparition de l'utilisation du polyester, du polyamide, de l'acrylique. Toutes ces matières-là, elles sont à moindre coût et elles permettent de produire plus rapidement. Après, c'est vraiment des matières qui polluent énormément. C'est pas aussi pour ça qu'elles sont à moindre coût, mais il faut savoir qu'elles sont encore utilisées de nos jours et c'est vraiment très mauvais pour la planète. Aussi, on a eu l'OMC qui a voulu remplacer l'AMF. Donc l'AMF, c'est l'arrangement multifibre, par l'ATV. L'ATV, c'est l'accord sur les textiles et les vêtements.
Et donc cet AMF, cet arrangement multifibre, il prévoit que pour 2004, il n'y ait plus de restrictions quantitatives qui soient appliquées aux échanges de produits textiles et de vêtements. Ça montre bien qu'on est maintenant dans une mondialisation, qu'on doit produire, qu'on doit exporter, etc. Voilà, donc là je vous ai à peu près parlé des deux guerres, des impacts qu'ont eu ces deux guerres sur cette industrie de la mode. Et après je voudrais aussi vous parler de comment c'est de nos jours, comment on a évolué, qu'est-ce qui se passe maintenant. Donc à peu près des années 2000 à maintenant, on sait tous qu'on consomme beaucoup trop de vêtements. Par exemple, quand on va dans un magasin, on va trouver un t-shirt beau, on va dire vas-y je vais l'acheter, alors que on a déjà 3 fois le même, mais on va même pas y penser à ça. C'est juste le fait qu'on le trouve beau, du coup on va l'acheter. Et du coup c'est ça que je trouve dommage, c'est qu'on devrait réfléchir, enfin personnellement moi j'achète plus beaucoup, d'ailleurs j'achète pratiquement plus en magasin, mais avant de voir un vêtement beau, il faudrait qu'on réfléchisse si oui ou non on en a vraiment besoin, et si oui ou non on l'a déjà. Et si c'est vraiment nécessaire. Je pense que ça, il faut vraiment qu'on en prenne conscience. Donc après, je suis d'accord que depuis à peu près, on va dire depuis à peu près 4-5 ans, on est en train de prendre conscience du fait que les vêtements, ça pollue énormément. Et donc on achète beaucoup moins. D'ailleurs, je voulais vous parler d'un tableau que je vais vous mettre ici en image, qui montre que la part concernant l'habillement en 1960, ça concernait donc 10,10% de la part de la consommation des ménages en 1960, alors qu'en 2014, la part de l'habillement, ça concernait 3,20% de la part de la consommation des ménages. Donc on voit bien qu'il y a quand même une prise de conscience et qu'on achète beaucoup moins. Après, je suis d'accord que je pense qu'en 1960, les vêtements coûtaient plus cher que de nos jours. Mais quand même, je pense que dans ça, il y a aussi le fait que les gens ont pris conscience du fait qu'il fallait acheter moins et qu'il fallait beaucoup plus se concentrer sur des choses de première nécessité. D'ailleurs, on voit bien au niveau de la santé, c'est quand même des choses de première nécessité. On voit que la part de la consommation en santé a augmenté par rapport à 1960. De nos jours aussi, les vêtements sont beaucoup plus fabriqués dans les pays en développement, donc on a vraiment tout décentralisé, on va plus chez le petit couturier pour faire coudre un pantalon. Il faut savoir que les vêtements sont surtout créés en Asie et en Afrique, et 70% de la production de coton est fabriquée en Asie, et la production de coton c'est quelque chose qui est extrêmement destructeur pour la planète, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup d'eau pour le produire, parfois on utilise beaucoup de pesticides, d'ailleurs on utilise beaucoup de pesticides la plupart du temps. Et donc ça c'est vraiment très mauvais. Et donc la question à se poser c'est pourquoi, même s'il y a eu une conscience collective, pourquoi on continue toujours à acheter en masse. Donc ça je pense que c'est dû à la publicité. Donc toutes les affiches qu'on voit dans la rue, ça donne envie d'acheter. Je pense que tous ceux qui travaillent dans le marketing, ils ont compris que les images, forcément ça reste ancré dans la tête. Et ça a une énorme influence sur nous. Tous les jours on les voit quand on sort dans la rue, quand on va prendre le train, pour n'importe quelle occasion. Et je pense qu'aussi les réseaux sociaux ça a eu un énorme impact, notamment Instagram, puisque sur les réseaux sociaux on voit des photos constamment et sur les photos on voit des gens qui sont bien habillés, donc forcément ça donne envie de devenir comme ces personnes-là et d'acheter les mêmes vêtements. Donc après je pense qu'il y a plusieurs solutions à adopter pour améliorer tout ça. Donc d'abord, tout le monde connaît maintenant, c'est de plus en plus populaire, les vêtements de seconde main. Il y a de plus en plus de magasins qui vendent des vêtements de seconde main. On a aussi par internet Vinted qui est super connu. Et c'est par internet, donc c'est sûr que si vous n'aimez pas ne pas avoir vos vêtements, si vous préférez les essayer, c'est mieux d'aller en magasin. Mais après, ça peut toujours être une solution. Et après, une autre solution, ça pourrait être le boycottage des enseignes qui vraiment ne respectent pas les conditions écologiques, on va dire, de comment produire des vêtements. Et donc, je pense que personnellement, d'ailleurs ça se fait de plus en plus, il y a de plus en plus de gens qui n'achètent plus dans des grandes enseignes parce qu'ils savent très bien comment sont les conditions de travail des personnes et quels sont les impacts sur la planète. Donc voilà, après il y a plusieurs solutions. Vous dites-moi si vous connaissez d'autres alternatives pour contrer cette consommation de masse. Bon, après c'est le fait de ne pas acheter tout simplement ou de recoudre ses vêtements. Personnellement moi ça fait pas mal de temps que je recouds mes vêtements quand ils sont un peu cassés ou tout simplement je mets un petit sticker ou voilà. Ça peut faire stylé. Donc voilà. Vous, dites-moi ce que vous pensez en commentaire, encore une fois. Et je vous fais des gros bisous. Salut à tous.